Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. Comme d'habitude, nous allons parler d'entrepreneuriat. Cette semaine, pas de Proms puisque nous avons un plateau spécial Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc déjà, vous allez découvrir vraiment, comme vous le savez, nous avons changé de présidence. Nous sommes passés en commission provisoire. Donc on va vous présenter tous les membres de cette commission provisoire et vous allez pouvoir, en fin d'émission, une fois qu'ils auront vraiment présenté leur parcours et ce qu'ils ont l'intention de mettre en place pour notre chambre, vous allez pouvoir poser vos questions. Mais avant, comme vous le savez, nous faisons normalement un point annuel de la situation artisanale en Guadeloupe et cette année, nous allons juste faire un petit récapitulatif par rapport à la situation de ce qui a été dit l'année dernière avec le président Gabriel Foix et nous allons voir ce qu'il avait décidé de mettre en place. Vous allez voir ça tout de suite. On y va. Je suis président aujourd'hui, mais je ne peux pas présider tout seul. Vous savez très bien qu'un président sans élu à ses côtés n'est pas un président. Donc, il y a un Gabriel maintenant, mais il y aura un après Gabriel. Donc, je suis de passage, mais tant que je suis présent, je ferai tout dans mon honneur, tout dans mes conditions pour que demain matin, la Chambre fonctionne correctement. Et c'est depuis les 3 semaines qu'on a été élu, c'est ce que je m'attelle à faire, de faire du lobbying pour mieux présenter la Chambre, pour rassurer surtout aussi l'administration qui est un peu comme on dit, en retrait. Donc c'est leur mettre à leur place, mettre les gens dans des compétences qui existent avant et leur faire comprendre qu'on est là pour travailler ensemble. On ne peut rien faire, nos élus, nous on est des politiques, mais l'administratif c'est eux qui font tourner la Chambre. Donc nous devons faire avec eux et non pas sans eux. Améliorer, ce qui veut dire qu'on a un potentiel énorme. Mais on peut très bien avoir 16 000 artisans, mais il y a les 3 quarts qui souffrent aujourd'hui. Oui. Et ça, nous devons être conscients que, avant tout, nous devons soigner les artisans. Quand je dis soigner, être plus proche des artisans, être à l'écoute des artisans. Vous savez, l'artisan, quand il est dans son fourneau, tel qu'en boulangerie ou en pâtisserie, il est dans le pétrin, le charpentier ou le plombier qui est au travail, ils n'ont pas le temps de lire de l'actualité. Mais nous devons aller vers eux, remettre sur pied des maisons de l'artisanat dans certains secteurs de la Guadeloupe, tel qu'un Petit Canal où il existe déjà, on va le réouvrir. À Vieux Habitants, on va le réouvrir, la maison de l'artisanat. À Marie-Galante, on mettra la Désirade, on mettra Terre de Haut, qui fera le lien avec Terre de Bas, pour justement être à l'écoute des artisans. La problématique aussi, c'est sur les marchés. Nous ne pouvons pas répondre aux marchés. Pourquoi? Et comme je l'ai dit en préambule, nous avons une problématique sur la garantie décennale. Donc aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise ne peuvent pas répondre au marché public parce qu'ils n'ont pas cette garantie, ils n'ont pas les reins solides. Ensuite, troisièmement aussi, pour répondre à des marchés, il faut aussi avoir les reins solides. Je prends un exemple sur le CHU, il a fallu se battre pour que le BTP gagne des parts de marché, ce qui n'est pas normal. Non, ce qui n'est pas normal qu'aujourd'hui, surtout avec le nombre de chômage qu'on a, parce que c'est quand même pas normal qu'on a un CHU et qu'on n'a pas dans nos centres des futurs caroleurs, des futurs plombiers, des futurs maçons. C'est pas normal que j'arrive dans un CFA où je ne vois pas ça. Donc, ils sont où les jeunes? Et c'est pour cette raison notre politique d'aujourd'hui, c'est de bien former les artisans pour que les artisans prennent des apprentis. Aujourd'hui, on a l'URMA. C'est bien, ça porte bien son nom, ça porte que son nom, l'Université des métiers. Nous devons augmenter le niveau de la formation en Guadeloupe. D'accord. Vous voyez, on arrête au CAP dans certains domaines, on peut faire la mention complémentaire. Et des jeunes partent. Pour finir leurs études. Voilà, je prends mon cas où chaque année, ça m'arrive d'avoir les 1, 2, les 3 meilleurs apprentis parfois de Guadeloupe, mais c'est au grand regret qu'ils me disent, monsieur, je continue ma formation au CEPROC à Paris sans faire de publicité. Vous voyez? Et ces mêmes jeunes, ils restent au CEPROC à Paris, ils continuent leur formation à l'INBP de Rouen, ils deviennent majors et les grands groupes les récupèrent. Oui, et ils ne reviennent plus. Voilà. C'est une très bonne question, parce que je trouve quand même indécent que nous, Guadeloupéens, quand on va, sans des cités, on prend le bateau de croisière, on va à la Barbade, on va à la Jamaïque, on va à Sainte-Lucie, on va à tout près, là, à la Dominique, on ne voit pas de produits de Chine. Exactement.
On voit que des produits de Dominique, de Barbade, etc. Des fois faits devant nous. Faits devant nous. Je connais un à Terre de Bas qui est exceptionnel. Il me fait des sculptures de noix de coco. J'en ai vu un, sans faire de la publicité, à côté de Jimmy Lubrac, à Bouillante, où il me fait des trucs avec la calebasse. Mais c'est des mecs, voilà, c'est des mecs qui ont des mains en or. Pourquoi ne pas valoriser ces gars-là? Normalement, ce sont ces gars qui doivent être devant, justement. Mais comment comptez-vous faire? Comment comptons faire? Effectivement, avec M. Claudius Barbin, qui justement notre représentant de l'artisanat d'art, on a eu une réunion avant-hier au CTIG avec le port, avec tout ce qui est produit duty-free, pour leur demander que la problématique des taxis, c'est en voie d'être réglée. Maintenant, quand un touriste arrive en Guadeloupe, il faut qu'il y ait des artisans d'art de Guadeloupe, représentés par la Chambre des métiers, qui doivent être présents. Parce qu'il y a quand même des fonds d'aide de région. Je prends le Club Med dernièrement qui a été inauguré. Effectivement, j'ai fait le tour, j'ai rien vu. La Créole Beach. La Créole Beach, c'est pareil. Donc, ce matin, j'étais avec M. Vial-Collé pour tout ce qui est sur les assurances. Nous serons amenés à travailler ensemble au niveau de la CCI. Nous demanderons à ce que les groupements hôteliers jouent le jeu pour qu'on expose nos productions locales, mais pas nos productions qui arrivent de Chine, qui arrivent de Panama ou de Costa Rica ou de République dominicaine. Production Guada. Pas exactement quelles sont les conditions qu'a été signée la convention au niveau de la CARICOM entre la région avec les pays de la Caraïbe, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont travaillé sur des produits bien spécifiques. Par exemple, je prends un exemple, notre sucre peut-être ne va pas forcément concurrencer le sucre de la Barbade, etc. Vous voyez? Donc il y a des peut-être produits qu'on va pouvoir échanger sur leur territoire sous conditions. C'est vrai que s'exporter, on le fait déjà, on travaille déjà, on aide déjà les artisans à exporter leurs produits quand il y a de la foire de Paris, par exemple. Oui, ça, quand vous savez qu'il y a la route du Rhum ou quand il y a la foire sans faire de publicité de Babette, etc. Et on le fait déjà ce travail-là. Monsieur qui était déjà venu nous avait expliqué le fonctionnement. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, exporter le produit de l'artisanat, c'est plus après voir dans le domaine de la région et au niveau de la CCI pour voir s'ils peuvent continuer cette exportation ou bien mettre un point de chute sur Paris. Et ce point de chute servira de tremplin sur toute la France et l'Europe. Alors voici le récapitulatif de ce qui a été dit l'année dernière, donc en décembre 2019, pour le point de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Comme vous avez compris, M. Gabriel Foy répondait aux questions de l'exposition des produits de nos artisans, de la situation actuelle selon laquelle pour l'instant nos artisans ne sont pas exposés ni à l'aéroport ni dans les hôtels. Il répondait aussi aux problèmes qu'il y a au niveau de l'exportation. Comme vous savez, nous avons de plus en plus d'artisans qui font des produits qui sont vendus dans le monde entier. On vous les a déjà présenté pendant toute cette année et là il était en train donc de mettre des choses en place. Nous poserons les questions à notre plateau de ce soir pour savoir quel est selon eux, comment on peut continuer ou bien ce qu'ils ont l'intention de mettre en place pour les artisans. Avec nous ce soir monsieur Dominique Braflan, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le fameux président de la commission provisoire. Vous avez dit fameux? Oui. Je ne sais pas si c'est fameux. Oui. En tout cas, jusqu'au mois d'octobre 2021, je serai amené effectivement à conduire les travaux de la commission d'administration provisoire de la Chambre des métiers. D'accord. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir pour faire le point. J'imagine que ce n'est pas forcément évident pour vous. Alors, à côté de vous, il y a Madame la vice-présidente, donc c'est Madame Claudie Carabin. Carabin, oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ça se passe bien? Expliquez-nous. Moi, ça va très bien, ça se passe bien. Bon, très bien. Alors, à côté de vous, nous avons Madame Maggie Calabre, qui est trésorière de la Chambre, de la commission. Tout à fait, au sein de la commission qui est dénommée. Nous sommes 5, en effet, comme l'a dit le président. Donc, c'est une commission provisoire. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes là pour la période qui est donnée jusqu'au mois d'octobre de 2021. D'accord. Pour l'instant, ça va? Ça se passe au mieux? Va. Au mieux. Je ne dirais pas ça se passe au mieux parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore pu rentrer pour pouvoir travailler à la Chambre et accompagner aussi bien les artisans, les apprentis et tous les autres, les employés, les agents. Voilà. D'accord, bon, on va en parler tout à l'heure. À côté de vous, monsieur le trésorier adjoint, monsieur Samuel Devouton. Devouton, pardon. Alors, est-ce que ça va pour vous? Comment ça se passe? Alors, Samuel Devouton, gérant de GTP, entreprise dans le BTP. Donc, est-ce que ça va au niveau du BTP? Mais comme on le sait,
C'est un domaine en difficulté. Donc demain, il y a une réunion avec monsieur le préfet et donc on verra bien qu'est-ce qu'il en ressort. Et sinon, au niveau de la chambre, bien sûr, on est ici, c'est que ça ne va pas. Oui. Donc aujourd'hui, on est ici pour sortir de crise et pour l'instant, on a des artisans qui sont en difficulté. Donc il faut les aider. D'accord. Et à côté de vous, il y a Madame la secrétaire, alors Madame Micheline Elfenor. Oui, bonsoir. Donc, je suis Madame Micheline Elfenor. Je suis dans la catégorie des métiers de service, donc je suis fleuriste. Et je suis au sein de la commission spéciale nommée secrétaire, effectivement. D'accord. Alors en tout cas, merci encore à vous de répondre à nos questions ce soir et de faire le bilan de la Chambre des métiers avec nous. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Comme vous le savez, depuis tous les ans, je vous donne les chiffres. Bon, cette année, je ne vais pas le faire parce que la situation est particulière par rapport au Covid, non pas par rapport à la commission, mais tous les ans, je vous donne les chiffres de la Chambre, enfin de nos artisans guadeloupéens, puisque en général, nous sommes souvent en peloton de tête, comme on dit, avec la Martinique, soit en nombre de création d'entreprises ou soit en nombre de longévité de nos entreprises. Donc normalement, nos artisans guadeloupéens sont censés se porter bien, en tout cas mieux, les chiffres sont mieux dans notre département que dans l'Hexagone. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point aujourd'hui et nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la Chambre, s'il vous plaît? Alors, comme le disait tout à l'heure mon collègue M. Devouton, c'est que si nous sommes ici, c'est qu'il y a effectivement un souci. Et tout notre souhait, ce sera de pouvoir en sortir. Nous avons été mis en place assez rapidement, dès le début du mois de décembre, de manière, après la révocation du président vainqueur, après la révocation du président vainqueur, ensuite il y a eu la démission d'un certain nombre des membres du bureau qui était présidé par M. Foy. Donc nous arrivons à ce moment-là parce qu'en fait, une fois que vous avez un certain nombre de personnes qui ont démissionné du bureau, il fallait mettre en place une commission provisoire de manière à mener les affaires courantes de la Chambre pour permettre en tout cas l'organisation de nouvelles élections qui en principe devront avoir lieu au mois d'octobre 2021. Alors, on ne passera pas, je dirais, la majeure partie de ce temps que vous nous offrez pour pouvoir présenter un peu la Chambre et surtout nous permettre de pouvoir donner de l'espoir à nos artisans et apprentis à parler de la grève. Parce qu'en fait, la Chambre de métier et de l'artisanat de la région Guadeloupe, ce n'est pas que la grève. Mais ceci étant pour faire un point sur le sujet, c'est-à-dire le climat social, en tout cas le problème social qui se pose au sein de la Chambre. Alors, nous avons en tout cas, dès notre nomination, pris contact avec les représentants syndicaux, en tout cas l'intersyndical, dès je crois le 7. Le lendemain, effectivement, de notre nomination, nous avons donc convenu d'une première rencontre de manière à jeter les bases de nos travaux qui devraient conduire à la signature d'un protocole de fin de conflit. Donc, une fois que cela s'est passé très rapidement, on a eu un entretien de très bonne facture et ça s'est enclenché dès le lundi de la semaine dernière. Et je dois dire qu'avec la vitesse à laquelle nous avons avancé sur les différents points de leur cahier de revendication, je dois dire que nous avons travaillé très bien. Bon, il se trouve que aujourd'hui, qu'on a, à mon avis, examiné l'ensemble des points de revendication auxquels nous y avons apporté une réponse. Et il était aussi question qu'on puisse en tout cas mettre en application une stricte règlement, enfin disons, le respect, mettre en place, arriver à faire en sorte que la stricte application des statuts de ces agences soit appliquée. C'est ce que nous nous sommes attachés à faire.
nous avons, à mon avis, aujourd'hui épuisé l'ensemble des points de ce cahier de revendications et nous avons malheureusement, au terme de ces négociations, nous nous rendons compte qu'une fois qu'on donne la possibilité d'appliquer ce qu'ils réclamaient à corps et à cri, c'est-à-dire l'application de leur statut, finalement, ça ne convient pas et ils ont quitté la table de négociation. Ceci étant, à notre avis, aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Nous avons épuisé les points qui posaient problème et nous y avons porté des solutions. Maintenant, nous devons avancer et nous devons en tout cas permettre notamment à tous ces 500 jeunes qui sont aujourd'hui sans formation, aux artisans qui ne peuvent aujourd'hui pas accomplir, je dirais, ne serait-ce que les démarches, les formalités les plus basiques, permettre que ces personnes-là arrivent à mettre en place leur démarche. Voilà à quel point nous en sommes. D'accord, donc on a bien compris que c'était une situation où on n'arrive pas à s'en sortir. Même moi, du coup, on s'en sortira. On s'en sortira, oui, j'espère. Parce que du coup, même moi, je me sens un petit peu, je ne vais pas dire offensée, mais presque, puisque nous avons mis en place le partenariat avec justement le président Foy, de manière à ce que la Chambre puisse communiquer sur les différentes formations. Et une fois par mois, on vous recevait pour faire le suivi de ces jeunes qui puissent venir s'inscrire, qui puissent savoir ce qu'il y a comme formation. Donc il y a vraiment eu un travail de mis en place derrière. Donc est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent s'inscrire ou c'est toujours bloqué? Alors c'est l'arrêt total des cours. Hein. Les 500 jeunes sont bloqués. Ils ne peuvent pas venir pour s'inscrire pour les examens. C'est impossible. Et au niveau de la Chambre, il y a une perte financière considérable parce que les OPCO ne paient pas. Parce qu'ils doivent avoir les justificatifs pour de face-à-face pédagogique. Donc, on se retrouve dans une situation vraiment critique. Les jeunes ne peuvent pas aller en cours, ne peuvent pas s'inscrire pour les examens et on ne sait pas. Donc ça veut dire qu'après la crise du Covid, qu'ils soient restés chez eux pendant 6 mois, aujourd'hui qu'ils ont la possibilité d'aller passer un diplôme pour ne pas se retrouver à la rue demain matin, ils ne peuvent absolument pas s'inscrire. Ils ne peuvent pas, puisque la Chambre est bloquée. Allez-y. Pour préciser, il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ont signé un contrat, mais ensuite la Chambre doit réaliser sa mission de transmettre le contrat à l'organisme dédié, et en fait la Chambre ne peut pas renvoyer ces contrats signés. Et sans ces contrats-là, donc tu vois, la deadline c'est le 17, oui, c'est ça. On est le 14. Nous avons en face des gens qui ont des revendications. Donc ça veut dire que les professeurs... Non mais je suis obligée, désolée. Hein. Donc ça veut dire que les professeurs qui sont des professeurs, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de bloquer nos jeunes. Toute l'année, on fait tout pour qu'ils puissent s'en sortir. Et là, on arrive au 17. Donc ils n'ont rien trouvé à faire de débloquer. Au moins faire comme les gens. On est toujours en train de critiquer l'Hexagone. Mais au moins eux, quand il y a un examen, ils continuent leur grève. Ils continuent leur grève, mais ils laissent les enfants aller s'inscrire à l'école. Que ce soit dans les pays en Angleterre ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire que là jusqu'au 17, les professeurs ne voient pas qu'il faut quand même laisser les enfants aller s'inscrire pour que les enfants puissent passer leur diplôme. Ils ne peuvent pas. On dira certains professeurs, ils ne sont pas tous français. Oui, heureusement. Mais par rapport à ce petit groupe de grévistes, les autres non plus ne peuvent pas accéder. Et comme ça, ils vont renvoyer la responsabilité sur le comité, c'est ça? Ils vont dire que c'est parce que vous n'avez pas signé ou comment ça va se passer? Disons, je ne sais pas sur qui ils vont rejeter la responsabilité, mais en tout cas, ce que moi je constate, c'est qu'au point où nous en sommes arrivés sur nos débats, ayant répondu à l'ensemble des points de revendication, il restait naturellement des points de détail qu'on pourrait régler par la suite, mais ils auraient pu être des grands seigneurs en disant laisser les enfants aller à l'école. Voilà, comme on a bien avancé, puisqu'en fait c'est assez, je vous dirais, remarquable qu'on puisse nous arrivons au pied levé, en moins d'une journée, on arrive à tout régler.
et qu'il n'ait pas cette, en tout cas, cette attitude magnanime en disant mais voilà, on a bien avancé, ce sont des gens de bonne composition et de bonne foi, on a des solutions et puis bon, on laisse passer cela, on débloque et on avance. En tout cas, ce que je veux vous dire là-dessus, nous, à notre niveau, nous allons tout faire, tout mettre en œuvre pour que l'institution qui est en fait une institution d'État, et il n'est pas normal qu'elle reste fermée. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour que cette institution se remette à fonctionner pour être au service du plus grand nombre. D'accord. Surtout. Oui, d'accord. Unanime à le dire, hein, il faut effectivement qu'on ait une continuité des services et qu'on sorte de cette crise qui a trop fait mal parce qu'aujourd'hui, ces jeunes sont en train de payer à cause. Ben oui. Voilà. Donc, non seulement les jeunes, et les artisans. Ah oui, les artisans. Les artisans, parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux services qui permettent d'avoir des formalités, comme le disait le président, et tous les aides qui sont mis en place pour cette période de Covid aussi, parce que les accompagnements qui sont prévus et depuis pendant toute l'année avec, vous avez vu, vous avez accompagné la Chambre pour les mercredis, donc tout ce qui avait été fait comme publicité pour permettre l'accompagnement des artisans, aujourd'hui se trouve bloqué. Donc nos artisans aussi sont pénalisés. Donc les mercredis, pour l'instant, ça aussi c'est en stand-by. C'est aussi en stand-by. Oui. Tout est stoppé. Allez-y, maintenant je ne sais plus quoi poser comme question. Tout ce que j'allais vous poser, la communication, quel est le dispositif, ben, vous allez me dire qu'on peut pas. On va travailler sur le plan de relance. C'est vrai que les rails étaient déjà là, enfin ils sont posés, donc nous on prendra la continuité et on fera ce qu'il faut, quoi. On va travailler sur la formation. Alors pour le plan de relance, excusez-moi de vous couper, hein. Pour le plan de relance, alors Gabriel Foy n'était pas d'accord sur tous les points, il était justement en négociation avec le ministre des petites entreprises. Est-ce que vous avez pu continuer au moins cette négociation? Alors pour l'instant... Oui, c'est pour ça que je demande. Non, pour l'instant, il est prévu que nous puissions avoir une réunion, je crois, ce mercredi en vue justement de préparer cette réunion. Donc ça va se faire, c'est imminent, donc d'ici une journée on devrait être en mesure de présenter un certain nombre d'éléments concernant notre vision du plan de relance. Mais ceci étant, si nous sommes là en tout cas, c'est pour montrer notre attachement à cette chambre de métier. C'est pour montrer que vis-à-vis de nos partenaires, que nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir relancer la Chambre, y compris un certain nombre de personnes telles que le GRITA qui a un certain nombre de locaux chez nous qui sont en location et eux-mêmes sont victimes de ce mouvement social puisqu'ils ne peuvent même pas accéder aux locaux que nous leur louons. Nous avions la mission locale aussi. Bah oui, on les a reçus effectivement avec vous il y a 2 mois. Ils sont pénalisés par cette grève. Ils sont tous pénalisés. Donc en fait là vous êtes en train de bloquer, enfin c'est pratiquement tout le secteur économique sur la formation en Guadeloupe qui est bloqué. La formation, l'apprentissage, les artisans, le programme concernant effectivement de relance des artisans suite au problème du Covid, les chèques artisans pays qui devaient se mettre en place et voilà, les marchés qui sont aussi bloqués parce que les appels d'offres ne peuvent plus aussi être validés. Voilà. J'ai une grosse question en plus sur les marchés parce que les téléspectateurs nous appellent pour savoir quand est-ce que ça reprend et si vous allez déplacer Joue à Tradition qui a été annulé. Donc allez-y. En fait, pour compléter ce que mes collègues ont dit, hein, là où il faut qu'on soit clair, c'est qu'aujourd'hui on fait face à des gens où l'intérêt général n'est pas au-dessus de l'intérêt personnel. Comme on le dit, ils peuvent se dire on a des revendications qui tiennent la route, on est persuadé qu'on a raison, mais en face il y a des jeunes, il y en a 500, ils doivent rentrer en formation. Aujourd'hui la formation guadeloupéenne est en difficulté, aujourd'hui tout le monde part en métropole, comme le disait M. Froid en préambule. Comment on peut prendre en otage l'ensemble d'apprenants? C'est pas normal. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce qui va se passer le 17 si nos jeunes ne peuvent pas s'inscrire. On n'a pas accès aux locaux. On a été nommés le mercredi, on les a rencontrés le jeudi, le vendredi.
On s'est rencontrés le samedi et le dimanche. Oui. On les a rencontrés le lundi pour aboutir. C'est eux qui ouvrent les portes. On ne peut pas accéder. Pour imprimer, on a un problème. Pour discuter, on a un problème. On se voit, on paye des salles de réunion pour se rencontrer. Voilà. On va au bureau des uns et des autres pour se rencontrer. Comment on peut travailler? Donc je pense que dans le fond, ils sont en train d'imposer une pression pour essayer d'arriver à leur fin. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous, on était à l'écoute, on a fait ce qu'il y avait à faire. On ne peut pas être au-dessus des lois. La loi, c'est la loi. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, franchement, puisque c'est un organisme d'État, hein, la Chambre des métiers, que la France en ait marre et que moi, j'ai déjà vu des gens, j'ai déjà reçu des messages de gens qui regardent dans l'émission, d'ailleurs, je vous remercie, qui habitent, que ce soit en Normandie, en Bretagne, et qui nous envoient des messages en nous disant, attention, chez nous, ils ont dissolu la Chambre et ils ont fait un seul organisme. Donc, vous n'avez pas peur de ça? Parce qu'on a quand même de bons chiffres. Sur cette question, je dois vous dire, depuis les années 80, il est question justement de regrouper un certain nombre d'organismes consulaires. Surtout sur certains territoires, quand ils sont petits ou quoi. Voilà. Donc, et au début du mois de décembre, effectivement, il y a eu un décret qui a été publié où il est dit que le ministre peut décider de la fermeture d'une chambre de métier sans raison. Dès lors qu'il décide de le faire, il peut le faire. Ça ne pose aucun problème pour cela. Sachant que le président va réussi à augmenter le budget. Donc peut-être que peut-être qu'ils vont en profiter pour dire vous avez réussi à réaugmenter le budget, on peut vous fermer, quoi, puisque vous êtes en grève tout le temps. C'est vrai que c'est une situation, je dirais, chaotique. Mais je ne veux pas rester en tout cas sur cet horizon chaotique où nous allons nous installer dans cela. Je pense sincèrement que les professeurs auxquels nous avons affaire sont conscients de l'avenir de leurs jeunes. Je ne pense pas que ces gens-là n'aient pas d'ambition pour nos jeunes. Je ne pense pas non plus qu'ils n'aient pas un profond désir de voir que ces jeunes qu'ils forment tous les jours ne deviennent pas les meilleurs ouvriers de toute la Caraïbe. Je pense sincèrement que ce sont des gens qui, à mon avis, ont cet objectif pour notre jeunesse. Donc maintenant, si nous en sommes là, moi j'en suis désolé, mais nous, à notre niveau, nous ferons aussi ce qu'il faut pour que nous puissions avancer. Et notre travail, comme lorsque vous nous présentiez, consistera à passer ce cap-là, consistera à recréer la confiance avec nos partenaires, de ramener au sein de l'institution un climat beaucoup plus apaisé pour que les gens qui y travaillent, quand même, nous avons 90 salariés au sein de la Chambre des métiers, et ces 90 personnes, en tout cas, je n'ai pas l'impression que ces gens-là sortent de leur domicile pour venir souffrir. On ne peut pas créer des situations, puisqu'en fait il était souvent aussi question de documents uniques d'évaluation des risques professionnels, de plans Covid, mais il ne reste pas moins que les gens qui viennent bosser ne sortent pas de chez elles pour venir souffrir. Donc par conséquent, il faut effectivement que nous puissions arriver, nous avons jusqu'au mois d'octobre, et là je considérerais que si nous arrivons à ramener un climat plus apaisé au sein de la Chambre, que notre mission sera réussie. Bon, justement, alors, quelle est votre mission? Dites-nous ce que vous avez prévu, vous, pour l'avenir de la Chambre. Donc alors, au niveau de notre commission, alors nous sommes une commission provisoire. D'accord ? Cela signifie que nous allons nous attacher à régler les problèmes des affaires courantes. Vous parliez de bilan. Il y a, c'est vrai, une série d'actions que le président Froid avait déjà commencé à enclencher. Il n'a pas pu tout faire à cause du Covid. Exactement. Donc il nous appartiendra de reprendre ces actions-là pour faire en sorte qu'elles soient réussies. Par exemple, question, savoir si vous allez rester dans la continuité ou si vous voulez tout refaire.
Alors, continuer. On va continuer. Non, nous allons dans la continuité. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, nous ne sommes pas des élus. Nous venons en fait pour régler les affaires courantes, en tout cas arriver à faire en sorte que le climat social soit apaisé. Mais l'institution avait une série d'actions qu'elle devra poursuivre. Oui, nous n'avons pas, à ce niveau-là, nous n'avons pas le choix. Il faudra les reprendre et très rapidement. Par exemple, quand vous parliez de l'opération avec les taxiteurs de Guadeloupe, effectivement, il y a un budget qui a été mis en place de manière à pouvoir équiper ces professionnels par des taximètres et des terminaux de paiement. Il y a eu déjà jusqu'à ce jour un certain nombre de dossiers qui ont été traités, mais il en reste beaucoup d'autres. Et il faudra reprendre ces dossiers-là de manière à ce que nos taxiteurs soient parfaitement équipés pour la saison touristique qui arrive et qu'ils soient opérationnels. Donc, c'est une opération, on ne peut pas faire, nous n'allons pas pouvoir faire fi de cette opération, elle est déjà lancée, il faut la continuer. Il y a un certain nombre aussi d'actions qui avaient été initiées avec TAP Excellence, la CNBT, la ville de Vieux Habitants, le RSMA et la mission locale. Dans ce cadre-là, il s'agissait en fait de rapprocher la Chambre des métiers au plus près de ceux qui l'utilisent. Bon, là aussi, pareil, ça nous semble judicieux de reprendre ces opérations-là de manière à les mettre en œuvre et pour aussi faire en sorte que nos artisans qui très souvent, moi le premier, s'éloignaient de la Chambre des métiers. Ça, ils ont travaillé beaucoup pour ça. En tout cas, le président Foy a eu, à mon sens, une action bénéfique en propulsant justement cette nouvelle manière d'aborder les relations artisans-chambre consulaire. Et je peux vous dire que cela a commencé à porter ses fruits. Peut-être probablement, cela faisait de l'ombre à trop de gens. Oui, parce qu'il a fait de la promotion, il a fait beaucoup de promotion au niveau des artisans concernant l'apprentissage et il a relancé par plusieurs actions sur le terrain, aussi bien en radio qu'en télé. Il a eu voilà, et on est arrivé à 500 jeunes. Il a eu un résultat. Oui, il a eu un résultat. Et nous, on ne peut que continuer dans cette lancée, pouvoir effectivement accompagner ces jeunes. Voilà. Alors, allez-y. On a aussi travaillé sur le renforcement des dispositifs économique. Allez-y. C'est-à-dire, lors du confinement, on a bien remarqué que tout le monde créait, tout le monde ouvrait des entreprises, se développait. On ne dira pas ouvrait, mais bon, on a remarqué qu'on avait tous un petit brin de talent quelque part. Donc, ça a servi à mettre en place aussi des actions pour que ces jeunes-là puissent venir s'inscrire et mettre en place par exemple les dispositifs comme DARED ou DNA, accompagner aussi les artisans qui étaient déjà en place au moment de la crise et qui ne cessent d'augmenter. Par rapport à la grève aussi, ça bloque tout. D'accord. Alors, justement, il avait prévu de relancer les maisons, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, comment il appelait ça, les maisons de l'artisanat. Ça veut dire qu'il voulait délocaliser la chambre partout sur le territoire. Bon, il avait déjà ouvert pas mal de chambres, mais avec la crise, il y en a qui ont dû être fermées. Est-ce que vous allez reprendre ce dispositif de manière à pouvoir rencontrer les gens en dehors de la chambre qui est bloquée, en elle-même qui est bloquée? Comment ça se passe? Alors, en principe, cette opération était prévue pour être menée avec les mairies. Avec les mairies. D'accord. Donc cela va passer par un conventionnement pour pouvoir mettre en place ces opérations. Effectivement, normalement, je n'ai pas d'assurance sur cela. Il devrait y avoir la signature d'une convention avec la ville de Vieux Habitants. En tout cas, je crois que ça doit être en stand-by pour l'instant. Mais avec d'autres villes aussi, pour parler avec d'autres communes qui étaient vraiment
dans la lancée de partenariats. D'autres communes étaient demandeuses de ces opérations-là, de manière à développer le secteur de l'artisanat au sein de leur commune. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, si vous êtes un politique, vous comprenez parfaitement que la première entreprise de Guadeloupe, c'est l'artisanat. Et c'est après le secteur de l'administration et des services, troisième employeur de la Guadeloupe. C'est dire l'importance de ce secteur d'activité en Guadeloupe. Donc être politique ou maire ou conseiller général dans une commune, ne pas être sensible à ça, à mon avis, ce serait une erreur. Et aujourd'hui, je tiens à rassurer l'ensemble de ces partenaires-là, pour leur dire, en tout cas, le message que je veux faire passer, c'est que dès la réouverture, que je pense ne saurait tarder, de la Chambre, ces opérations seront reprises. Il n'y a aucun souci sur cela et on y veillera. Surtout sur les formations qui sont déjà disponibles. Oui, on a commencé avec ces formations-là. Voilà. Par exemple, il y a l'optique, la fibre optique. Les taxiteurs, c'est vrai qu'ils ont passé leur diplôme, donc là ils sont en attente de résultats. Mais bon, ça aussi, la chambre elle est bloquée, on ne peut pas récupérer les documents. On a aussi la formation sur les bases de l'hygiène, la VAE, on dira. Aussi, on a mis les couturières, on a mis en place la formation de type de professionnel pour la couture. Et puis, bon, voilà. Je constate que vous êtes bien informés. Mais c'est avec nous que vous avez mis, c'est avec nous que ça a été mis en place. Donc on est bien informés, exactement, vous êtes en partenariat avec nous. Voilà. C'est-à-dire, si nous prenons l'exemple du nouveau centre hospitalier, normalement, il y a une formation qui aurait dû démarrer, je crois, dès le début décembre, je crois le 4 décembre, si j'ai bonne mémoire, le 4 décembre, de manière à former les futurs techniciens qui devraient être embauchés au sein de ce nouvel établissement. Pour l'instant, on a reprogrammé, mais on ne sait pas si on va pouvoir maintenir pendant longtemps, parce qu'en fait, ce sont des techniciens, je dirais, très pointus. Donc, ceux qui devaient assurer cette formation, ça pose un problème. On espère en tout cas pouvoir remettre en scène cette formation, parce que pour nous c'est important. Nous pensons que nous avons trop de jeunes qui ont une certaine technicité et qu'il faut qu'ils soient en mesure de profiter de ces emplois-là. D'accord. Si je vous pose des questions là sur le pré-rebond, les chiffres et tout, forcément vous les aurez pas. Vous ne savez pas si ça a avancé par rapport à la diète, s'il y a des nouveaux éléments. Nous n'avons pas les chiffres. D'accord. Si j'appelle directement, par exemple, M. Willy Ramsarmi, il ne les aura pas non plus, c'est ça, puisqu'il ne peut pas accéder à son bureau. C'est ça, vous avez été très intéressant. Écoutez, on a fait au mieux, au maximum. Alors allez-y, dites-nous ce que vous avez à nous faire passer comme message. Allez-y. Comment? Vous vouliez dire quelque chose peut-être sur ce que vous avez mis en place? Je rebondissais par rapport à ce que vous disiez, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, effectivement. Et c'est bien dommage parce que déjà, on a beaucoup d'artisans qui n'ont pas pu toucher les aides parce qu'il y en a qui ne sont pas à jour de leur charge sociale et fiscale. Du coup, il y a des choses qui ont été mises en place. Le président avait mis, alors je ne sais pas parce que vous n'en avez pas parlé, exactement, comme il a réussi à débloquer du budget, parce qu'il faut savoir que la Chambre de Guadeloupe, son budget avait été diminué il y a quelques années par rapport aux autres chambres de l'artisanat, ce qui est déjà pas normal. Il a réussi à remonter le budget afin de pouvoir aider les artisans qui avaient des problèmes avec les différents prêts. Donc est-ce que vous avez... Allez-y. La demande a été déposée. Oui. Donc, mais là... Vous n'avez pas encore les retours. On n'a pas encore de retour, on n'a pas de réponse encore. Mais la demande a été déposée. En tout cas, sur justement les fonds qui peuvent être mises à la disposition du développement des activités artisanales. Il y a la mission de CMA France qui était présent en Guadeloupe la semaine dernière, et ils ont pu faire le constat que le potentiel
que nous avions en Guadeloupe était plutôt intéressant. Ah, mais oui. Et par conséquent, ils ont maintenant, avec le plan de relance, le plan de convergence, les suppléments crise, un volet financier relativement important. Et sur cela, il nous est possible de faire et de faire bien. Ils nous disent la chose suivante, on peut, grâce à ces fonds-là qui sont fléchés pour la Guadeloupe, les orienter vers vous. Et des projets, il y en a. Ce n'est pas notre arrivée au sein de cette commission qui fait que les projets existent, mais il y en a et on peut faire. Le souci aujourd'hui, c'est d'arriver à mettre en place une équipe. Enfin, l'équipe, elle est là, mais ramener la sérénité, ramener la confiance au sein de l'institution, de manière à ce que nous puissions, en tout cas, faire en sorte que tous ces budgets qui nous sont destinés ne puissent pas repartir encore vers la France. Oui, parce que c'est et il est grand temps, en tout cas, il est grand temps que nous puissions nous atteler à la tâche. Sachant que c'est un budget qui nous est dû. Donc oui. c'est ce qui risque d'arriver. Mais si vous ne les utilisez pas, oui, c'est que vous n'en avez pas repart. besoin. Exactement. Alors, est-ce que, comme vous êtes dans la continuité, donc on a déjà parlé de la formation, est-ce que vous allez continuer de négocier pour que nos artisans puissent être exposés à l'aéroport ou bien à l'arrivée du terminal de croisière, puisqu'on a beaucoup de produits qui sont vendus qui sont des produits chinois? Quand vous dites continuer à négocier, c'est donc... Parce que le président Foix, c'est que ça faisait partie de son programme. Oui, voilà. Bien sûr. Donc lui, ce qu'il voulait faire, c'est mettre, alors soit un quota, enfin il y avait plusieurs choses, plusieurs propositions. Après, je n'ai pas. Il y a un panel. Il y a un panel. Il y a vraiment un panel. Voilà, exactement. Donc, mais pour que nos produits puissent enfin rentrer dans nos zones touristiques. Exactement. Est-ce que ça, c'est un point sur lequel vous allez continuer de travailler? Alors, sur ces opérations-là, je ne connais pas le calendrier. Très honnêtement, je ne connais pas le calendrier. Si toutefois d'aventure ça rentre dans le calendrier, puisqu'en fait nous avons un délai, je dirais, limité. Donc déjà les opérations qui se trouvaient dans les tuyaux, il faudra tout de suite les reprendre. Et il y a pour 2021 tout le gros travail qu'il faudra mettre en place pour ramener la sérénité, la confiance. On se plaignait de ne pas avoir de dialogue social. Alors je tiens à dire que le dialogue social, il est instauré, puisqu'en fait, dès notre prise de fonction, nous avons commencé à dialoguer, à échanger, et je dois dire que ça se passe pour l'instant relativement bien. Nous pouvons ne pas être d'accord sur un certain nombre de points, mais autrement dit, nous arrivons en tout cas à échanger et à avancer sur les points sur lesquels nous pouvons être d'accord. Tout à fait. D'accord. Est-ce que, parce que vous m'avez dit que vous louez du coup des bureaux pour pouvoir vous réunir et travailler, est-ce que vous avez pu avancer, parce qu'il y avait 18 propositions pour le fameux plan de relance, je vous disais tout à l'heure que le président n'était pas forcément d'accord avec tout. On a pu avancer et nous étions seulement au dernier point, ou je dirais l'avant-dernier point, tout simplement. Le plan de relance. Le plan de relance. Oui, le plan de relance. Gabriel Foix n'était pas d'accord avec le plan de relance du gouvernement et la Chambre des métiers a fait, elle, des propositions donc, qui étaient en négociation. Le président a eu plus d'éléments à ce sujet. Ah, d'accord. Bon. Donc, je rassure le président. Bon, vous allez nous excuser parce que ça fait pas longtemps que je sais. Oui, comme je sais que vous avez travaillé sur le plan de relance. On a emmagasiné pas mal d'informations, mais bon, j'apporte un petit point au président, c'est-à-dire que les conventions vont reprendre dès lors que la Chambre va être débloquée. Donc si elle est débloquée demain, vous travaillez demain. Demain. C'est ça. Absolument. On va se coucher dans la continuité de ce que Mme Carabin dit, on a bien échangé sur ces différents points du plan de relance, mais il faut comprendre que le principal sujet est sortir de la crise. Donc il faut ressortir de cette crise-là pour pouvoir, entre guillemets, rentrer dans nos locaux et travailler sur des sujets de manière correcte. D'accord. Une fois que vous serez rentré dans ces locaux, parce qu'il va falloir qu'on y rentre, donc une fois que ça se sera fait, il y a deux plans. Il y a le protocole, les actions. Et pour pouvoir quelles sont finaliser les le actions protocole que vous allez mettre en place?
Enfin, quelle est votre vision à vous? Qu'est-ce que vous allez faire en premier? Je sais qu'il y a tout doit être fait en premier. Tout est prioritaire. Alors moi, à mon sens, la priorité, ce sont les 700 jeunes qui sont arrêtés. Donc, on a déjà parlé de la formation, mais je vais encore parler. Allez-y. Puisque pour moi, de ce que disait M. Gabriel Foy dans le préambule, et on en a aussi discuté, c'est élever le niveau de formation. Aujourd'hui, nous sommes là depuis 2 semaines, mais on constate que les moyens qui sont mis à disposition, on utilise des cours qui datent de 2000. Donc aujourd'hui, comment être aujourd'hui en Guadeloupe à la pointe de la technologie, de la modernité, dans la dématérialisation, si on n'a pas, entre guillemets, on ne suit pas une formation qui est dans ce sens. Aujourd'hui, ben voilà, il faut qu'on arrive à ce que nos jeunes ne se disent pas, pour être bien formé, je vais partir en métropole ou en Martinique ou à Saint-Martin, qu'ils puissent se dire, dans la Chambre des métiers de Guadeloupe, on a ce qu'il faut, on a les outils qu'il faut, les moyens qu'il faut, et cette ambition. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est ça. En termes de formation à mettre en place, c'est vrai que le Covid a des mauvais côtés, de nombreux mauvais côtés, hein, mais des bons côtés aussi. Aujourd'hui, je parle de la couture. Aujourd'hui, il y a des marchés qui sortent, il y a des entreprises qui se développent, qui augmentent leur chiffre d'affaires parce qu'aujourd'hui, ils peuvent produire des masques faits localement avec du tissu. Donc aujourd'hui, c'est leur donner l'accès à ces marchés-là. On parle souvent d'accès. Aujourd'hui, le BTP, pareil, M. Gadar en a évoqué, l'accès au marché public pour les entreprises locales. Aujourd'hui, c'est un accès qui est très limité. On peut dire ce qu'on veut. Il est très limité. On en parle aujourd'hui. Mais ce n'est pas le Covid qui fait que c'est limité. Une situation. Ça fait une décennie. Monsieur Foy en parlait, c'est un point qu'il voulait régler. Donc ça veut dire qu'avant qu'il arrive, il y avait déjà ce problème-là. Il y en avait avant le Covid, il y en a pendant le Covid, et j'espère qu'il n'y en aura pas après le Covid, mais à mon sens, il y en aura toujours. Donc on parle de formation, M. Braflan parlait donc de la formation au niveau du CHU par rapport aux artisans, les carleurs, par exemple, des formations qui auraient dû déjà démarrer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on va chercher à faire de la formation que lorsqu'on a un besoin imminent. Pourquoi aujourd'hui ces secteurs ne sont pas faits de manière courante pour former un carleur? M. Gadar l'a précisé également. On ne trouve pas de carleur, on ne trouve pas de formateur carleur. On ne trouve pas aujourd'hui de formateurs canalisateurs. Aujourd'hui, l'eau potable, c'est un sujet en Guadeloupe, on est là encore pour 10-15 ans. Ouais, et ils ne savent pas poser des Il n'y a aucune école de poste de canalisation d'eau potable, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni dans la Caraïbe. Il faut partir en métropole. Sachant que ça a été demandé pendant la grève de 2009, parce que des points dont vous le relevez. De former les jeunes pour les futurs projets du pays, puisqu'il faut tout construire. Que ce soit hôpital, structure, les écoles aussi qu'il faut rénover. Tout ça, ça a été demandé depuis en 2009. Donc effectivement, il y a vraiment un problème au niveau de la formation. Oui, les chantiers, il y en a énormément. Oui, et, il faut tout refaire. Voilà, et puis avec la dernière période de grosses pluies que nous venons de connaître, voilà. C'est un sujet. Il y a des dossiers, enfin on a déjà identifié les entreprises artisanales qui ont été victimes de ces pluies, de ces inondations. Au niveau de la CMA France, ils ont mis en place un budget qui devrait normalement déjà être attribué aux victimes. Bon, c'est stoppé, mais ça je pense qu'on arrivera rapidement à mettre en place, puisqu'en fait nous avons quand même au niveau de la Chambre une administration qui arrive à travailler en télétravail et à sortir un certain nombre de choses. Autrement dit, nous-mêmes, si nous n'avions pas ces équipes-là derrière, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Donc on arrive quand même à sortir un certain nombre de choses. Mais en tout cas, dès la sortie de crise, il faudra s'attacher très sérieusement à faire en sorte que les dossiers d'aide, les subventions qui devraient être allouées à un certain nombre d'entreprises puissent avancer le plus rapidement possible, parce qu'en fait, notamment, je dirais, faire en sorte qu'on arrive à accélérer ou à diminuer les délais de paiement des entreprises, de manière à ce que leur trésorerie ne souffre pas des retards de paiement. Donc, et puis, parce qu'en fait, avec la crise sanitaire, nous avons une double peine.
vous ne travaillez pas, les travaux déjà réalisés ne sont pas payés. Donc vous vous retrouvez dans une situation qui peut être très compliquée. Donc par conséquent, il faut être en mesure d'accélérer tout cela et faire tout ça en même temps. Alors, en parlant de factures en souffrance, est-ce que tout ce qui concerne les services publics, ça a été enfin réglé ou pas? Est-ce que la région, le département a payé toutes les factures qui étaient en souffrance? Alors, eux disent que oui. Je demande aux artisans. Bon. Parce que ça, c'est la première question qu'on a eue, Gabriel Foy. On a eu Thomas Courbe, donc le bras droit de Bruno Le Maire, qui a mis la feuille de route en place. C'est la première question qui a été posée. Alors, vous dire avec assurance que tout a été payé, ça aujourd'hui, on ne pourra pas vous donner des informations précises dessus. Je sais que pour être moi-même dans mon activité, avoir fait un certain nombre de demandes, pour l'instant, j'ai reçu une bonne partie, mais en quelle quantité ça a été fait au niveau de la Guadeloupe, nous n'avons pas pour l'instant les chiffres. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un stade où il faut régler, en tout cas sortir d'une crise pour pouvoir être en mesure de travailler sereinement et avoir les informations de manière à les transmettre aux artisans. D'accord. D'autres points dont vous voulez parler? Moi, j'avais prévu une liste de questions, mais vous allez me dire que vous n'avez pas l'exportation, par exemple, où ça en est? On était en train de négocier pour que les artisans puissent exporter leurs produits déjà avec le Bénin et avec d'autres pays. Vous savez qu'on a même des artisans qui leurs produits sont achetés par des stars internationales et on est bloqué. Donc tous les jours qu'on s'est retrouvés à la Chambre, on s'est retrouvés pour pouvoir négocier et aujourd'hui, on n'a pas pu effectivement avancer sur les points concernant l'activité même, concernant la Chambre des métiers. D'accord, vous vouliez donner une information aussi, donc oui. On attend, puisque faut savoir que maintenant la Chambre, il y a quelqu'un désigné pour cela. Donc les artisans peuvent venir à la Chambre, on les aide à monter le dossier pour répondre aux appels d'offres. Mais ça aussi, c'est à l'arrêt. Bon, mesdames, messieurs, voilà, voici les informations que nous avons pu obtenir cet après-midi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être un point dans un mois pour savoir à quel niveau on en est. En tout cas, pour l'instant, il faut signaler qu'on ne peut pas accéder à la Chambre et tant qu'effectivement nous n'arrivons pas à la fin de ce conflit, donc, forcément, Allez, en fait, je souhaiterais rajouter qu'en fait, pour moi, au niveau des artisans, il y aura deux problèmes par rapport à la situation de la crise sanitaire. Il y a ceux qui, effectivement, comme l'a rappelé M. Braflan, qui auront un souci de trésorerie, puisqu'effectivement, ils n'ont pas encore reçu les documents nécessaires. Enfin, les factures n'ont pas encore été payées, donc ils auront un problème de fonds de roulement. Mais en fait, l'économie, elle est circulaire. On peut donner des subventions, on peut aider, on peut prêter de la trésorerie, faire des PGE, des prêts rebonds, mais si l'économie ne repart pas, on ne met pas ce qu'il faut, en fait, on s'endette. On s'endette. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est il faut relancer l'économie de façon à ce que chacun puisse s'en sortir et payer les prêts rebonds, même s'ils étalent et qu'ils échelonnent. On commence à payer dans 2 ans. À un moment, c'est les principales actions, savoir si les charges sociales de mars à juin seront à payer. Est-ce qu'on sera, entre guillemets... Alors, c'est une demande. D'ailleurs, quand Gabriel Foy avait posé ça, tout le monde avait ri, et aujourd'hui, CMA France eux-mêmes pose la question au gouvernement. Donc, oui, puisqu'en fait, dans le plan de relance, ça fait partie des demandes. Oui, d'annuler les charges pendant la période. De les moratoires, au lieu de les avoir sur 36 mois, passer à 60 mois. Voilà. Donc tout cela devrait être normalement négocié et on espère durant la visioconférence que nous allons avoir mercredi sur l'ensemble des départements et régions, qu'on arrivera à avoir une vue commune de ces différentes actions de manière à pouvoir négocier avec les différents ministères pour que nous puissions en tout cas faire en sorte que les entreprises aient le moins possible à souffrir de cette crise. D'accord, merci. D'où ma question d'ailleurs sur les artisans. Oui, de cette double crise. D'où ma question d'ailleurs pour les artisans, parce que bientôt le tourisme va reprendre entre guillemets, puisque les compagnies sont remplies. On espère. Voilà, pour l'instant les avions sont pleins, donc ça serait bien qu'ils trouvent des produits de nos artisans, au moins à l'aéroport. Ça, si vous pouviez
au moins débloquer ça pour la période qui arrive, ce serait vraiment magnifique. Ça ne peut venir que de nous, ça ne peut pas venir que de nous. Ça va se débloquer dans la mesure où, pour moi, quand l'économie va mal, le seul moyen d'avancer, c'est de continuer à injecter, de continuer à investir. Si on arrête d'investir, aujourd'hui, l'économie, c'est nous qui la faisons. Si on n'est pas là, il n'y a pas d'économie. Donc aujourd'hui, il faut effectivement qu'on arrive à discuter de ça et trouver des terrains d'entente. Faire un appel à nos artisans pour pouvoir effectivement mettre en place tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent effectivement mettre en vitrine leurs produits au mois de décembre, parce que c'est nécessaire pour eux, c'est vital aussi pour la Guadeloupe. Bon merci en tout cas pour votre intervention. Écoutez, nous allons reconduire cette émission peut-être dans un mois. Vous allez nous dire quand est-ce que, comme ça, vous aurez vraiment le temps de mettre les choses en place et on pourra regarder les différents points qui sont vus. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain à 16h sur votre chaîne Canal 10 et on sera avec Arawak Market. Justement, vous les connaissez, ils exportent les produits de nos artisans en France hexagonale et ils sont très très demandés. Vous avez vu que quand on reçoit des artisans, tout le monde appelle de France pour pouvoir avoir que ce soit le miel ou bien les produits pour cheveux fabriqués en Guadeloupe. Donc à la semaine prochaine avec Arawak Market. Bonne semaine à tous. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Merci. Au revoir.